Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce matin, les visites d'aptitude ont démarré à Kaolack pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam. 6 établissements sanitaires sont retenus pour ces visites médicales. Le cinéma sénégalais encore à la conquête du monde. Le film de Mati Diop, Dahomey et Demba à la Biennale de Berlin. Le grand format culture porte d'ailleurs ce matin sur le Festival international du film de Berlin. Et dans notre journal des régions, nous allons parler de l'électrification rurale dans la région de Matam. Plusieurs localités de Kanel et de Bokiladji électrifiées. Le directeur général de l'ASER a inauguré ces centrales solaires au grand bonheur des populations. Et puis c'est un spectacle inédit qui ne se passe pas tous les jours. La fête des canards à Enampor dans la région de Ziguinchor. C'est une façon également de promouvoir le tourisme. Bonjour et bienvenue. Les visites d'aptitude au pèlerinage au lieu saint de l'islam ont démarré à Kaolack. 6 établissements sanitaires sont retenus pour ces visites médicales de ces candidats au voyage. Claire Diop. Visite médicale d'aptitude pour le pèlerinage à la Mecque édition 2024. Dans la région de Kaolack, les opérations d'enrôlement ont démarré depuis un certain temps. 6 sites de consultation ont été aménagés à cet effet. Il s'agit des 4 centres de santé de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass, aussi de la direction régionale de la santé. Des mesures particulières sont prises par les autorités pour faciliter le processus. À ce jour, la direction régionale de la santé a reçu le plus grand nombre, soit 192 candidats, dont 97 femmes et 95 hommes. Au niveau de la direction régionale de la santé de Kaolack, je pense que c'est à cause de notre position centrale avec la proximité de plusieurs services. Il y a la police à côté. Les candidats peuvent aller faire les démarches liées donc à l'obtention du passeport. Il y a le laboratoire régional qui est tout près et l'hôpital. Ce qui fait que nous recevons donc des candidats d'un peu partout au niveau de la région, venant donc des différents départements de la région de Kaolack, mais même venant de Kaffrine, de Fatick, de Sokone, en tout cas les régions limitrophes. Dès l'arrivée du futur pèlerin, il bénéficie d'un suivi à plusieurs niveaux. D'abord, nous les enregistrons au niveau du registre. Ensuite, nous procédons à l'interrogatoire, surtout par rapport aux antécédents, pour voir si c'est une personne qui présente une maladie chronique, d'abord, connue. Ensuite, nous les examinons aussi. Après l'examen aussi, en fonction de ce que donne l'examen clinique, nous demandons un bilan aussi complémentaire. Et il m'arrive même de contacter les spécialistes de l'hôpital, tels que le cardiologue, que je fatigue beaucoup, mais également le centre de prise en charge du diabète. C'est au décours de l'intervention que la décision de l'aptitude ou de l'inaptitude du pèlerin est prise par le spécialiste. Nous leur remettons 3 documents. Il y a d'abord le certificat d'aptitude. Ensuite, il y a la carte de santé, où il y a toutes les informations, même si le futur pèlerin a une maladie en cours de traitement, nous le mentionnons sur cette carte. Et il y a le carnet de vaccination aussi. Si le voyageur présente une maladie quelconque, des conseils pratiques sont donnés, notamment en ce qui concerne la prise correcte des médicaments et mesures hygiéno-diététiques à respecter pour une meilleure santé durant le pèlerinage. Zoom sur le travail des sœurs du centre Saint-Joseph de Cluny. Elles accompagnent des centaines de femmes et des couples pour obtenir la grâce de l'enfantement, même en cette période de carême. Ces dames sont constamment à l'écoute de leur cible pour une santé maternelle et néonatale équilibrée. Anaïs Nyanyamane. Le centre des sœurs de Saint-Joseph de Cluny ne désemplit pas. En cette période de carême, le personnel de santé continue ses activités. Planification bi ma waxtaanoon ak yéen fii ne leen ku ko bëgg a def demal nga gis sœur Agathe naka la planification bi tudd noor ak nawet. Alors pendant le temps de carême on ne change rien puisqu'on continue les permanences. Dans ce service, les petites sœurs de la maternité assurent bien leur mission, qui est d'accompagner les couples, plus précisément les femmes, à obtenir la grâce de l'enfantement. L'enfant, c'est le don
que Dieu a fait au couple. Et Dieu voulait que le couple participe à sa mission de rédempteur, la procréation. On fait le travail de la connaissance de soi, de comment le Seigneur a fait. Il a mis dans le corps de la femme et de l'homme tout ce qui est nécessaire pour pouvoir donner la vie. Et c'est ça qu'on découvre dans l'accompagnement que nous faisons pour les couples. Physiologiquement, on dit la connaissance de soi, la découverte du cycle féminin et le fonctionnement chez l'homme. Et c'est le couple qu'on accompagne, c'est pas la femme toute seule. Et on essaie de voir d'où vient, si c'est en retard, d'où vient le problème. Et ensemble, eux-mêmes, ils sauront ce qui se passe et on essaie de les accompagner. S'il y a des choses à traiter, on travaille en collaboration avec des médecins. Donc, voilà qui vont faire la suite. Cette intégration de la pastorale familiale a commencé à Dakar et à Ziguinchor depuis 1983 par la congrégation franciscaine. De nos jours, cet accompagnement dans la gestion de la fécondité a connu beaucoup de succès. Cet accompagnement, j'en ai bénéficié parce que c'était pour la recherche de la grâce de l'enfantement. Je me suis mariée et j'ai attendu la grâce pendant 9 ans. C'est à la 9e année que le Seigneur a donné cette grâce. C'est un travail très passionnant, mais qui donne une conception de la vie qui respecte même l'origine de la vie que Dieu nous a donnée pour vivre heureux, mais vivre heureux quand on vit dans l'amour vrai. Voilà, dans l'amour vrai. Ce n'est pas l'amour de profit ou l'amour d'intérêt. C'est d'abord, tu aimes ton conjoint parce que c'est lui que tu as choisi. Depuis 1983 qu'on a commencé d'accompagner, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Et on accompagne, c'est divers. Il y en a qui viennent pour espacer, donc qui ont des enfants qui veulent se reposer. Et il y en a qui viennent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Le suivi naturel des couples par les petites sœurs de la maternité ne s'arrête pas à l'accouchement. La venue au monde du bébé est une bonne chose, mais l'alimentation et l'hygiène de cet être fragile doivent être respectées. Nous sommes là pour accompagner les femmes, les mamans précoces, les enfants malnutris, pour suivre leur vaccin, leur poids, chaque mois. Voilà. Nous sommes là aussi pour leur dire que l'enfant de 0 à 6 mois ne doit rien prendre sauf l'allaitement naturel. Pour les enfants anémiés, on a l'habitude de faire des repas ici. Leur accompagner pendant 1 mois, faire des repas. Ils vont manger ici et amener à la maison aussi. Au centre Kër Jarvou de Derklé, religieuses et laïcs s'activent chaque jour, même en période de carême, dans la promotion de la santé maternelle et néonatale. L'objectif est de maximiser les chances des couples d'avoir le bonheur d'enfanter et d'élargir le cercle familial. La culture cinéma ce matin, Dahomey Demba en compétition au Festival international du film de Berlin. Le cinéma sénégalais continue toujours d'aller à la conquête du monde. Les 2 films de Mati Diop et de Mamadou Dia ont séduit le public de la Biennale, de la Berlinale 2024, c'est-à-dire le prestigieux événement du 7e art. C'est le sujet d'ailleurs de la rubrique culture signée Oumou Kalsoum Sall. À ce prestigieux rendez-vous du cinéma, le Sénégal bien représenté. Parmi les 20 films en compétition officielle à la 74e Berlinale, Dahomey. Entre fiction et documentaire, la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop revient sur un sujet d'actualité, la restitution par la France de trésors royaux à l'actuel Bénin. The question of returning these looted goods has always really been at the heart of what I do as a filmmaker. La question de la restitution d'œuvres d'art à l'Afrique m'a toujours intéressée. Je travaille sur ce projet depuis une dizaine d'années. C'est important de traiter de tous les sujets liés à la colonisation. De toute façon, on ne peut pas effacer l'histoire. Bienvenue à Matam. Ça va? Ça, c'est le patron. Ça va bien? Bien. À Berlin, une autre production sénégalaise est aussi à l'honneur, Demba, ou l'histoire d'un veuf qui n'arrive pas à se relever après la perte de son épouse.
Et la communauté attend à ce qu'il fasse son deuil, à ce qu'il redevienne plus ou moins normal après avoir perdu sa femme. Mais Demba n'y arrive pas. Et le film aussi, c'est par rapport à l'exploration de nos méthodes et de nos techniques indigènes à prendre en charge la maladie mentale. Donc, quand on parle de santé mentale, quand on parle de la prise en charge, on pense plutôt aux techniques occidentales. Donc, Demba, c'est aussi pour dire que nous, chez nous, pendant des siècles, on a eu des manières de prise en charge et de suivi des personnes qui ont des défis avec la santé mentale. Pour sa première mondiale, Demba a suscité beaucoup d'intérêt auprès du public présent à la Berlinale de 2024. Au-delà du Sénégal, c'est le cinéma africain qui est ainsi célébré. Et c'est toujours un événement quand on voit des films d'Afrique dans des festivals comme ça. Et le souhait que ce serait que ce soit une normalité, que ce soit plus une surprise de voir des films à ce niveau de compétition-là. C'est déjà une victoire pour nous d'être là, d'avoir eu 4 acteurs qui viennent du Sénégal venir avec nous représenter le film, d'avoir 2 producteurs, d'avoir le chef-op qui soit avec nous. Pour nous, ça c'est l'essentiel. Pour le ministre de la Culture, la présence de nos cinéastes à ce festival traduit le bel élan de notre cinéma sur la scène internationale. La fierté est d'autant plus grande que l'un des 2 réalisateurs a bénéficié du Faux Picard. Donc c'est un fonds qui soutient tous les films qui se passent au Sénégal. C'est sûr qu'il y a toujours des choses à parfaire, comme on dit, rien n'est parfait, mais nous sommes très fiers d'être sénégalais dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de film qui se passe au Sénégal sans vraiment l'appui, qui se passe par des Sénégalais sans l'appui de ce fonds-là. Le Festival international du film de Berlin est l'un des plus grands événements du cinéma au niveau international. Pas moins de 20 000 professionnels venus de 120 pays prennent part à ce rendez-vous du cinéma. Le théâtre comme outil de sensibilité sur l'environnement. Le Pont, c'est le nom d'un projet qui rassemble une troupe de Genève, les artistes de Thiès et le centre culturel de la ville. La collaboration a abouti à la production d'une pièce à Fatima Tabanelba. S'immerger dans les profondeurs d'une forêt, comprendre la vie qui y fourmille et s'en étonner. La scène du centre culturel régional de Thiès transformée en forêt le temps d'une soirée. Comédiens et musiciens unissent leurs talents pour un émerveillement poétique fait de belles histoires et de contes. Ils nous aident à voir et à entendre les sons, les odeurs, les images et la vie intense de la forêt. La forêt parle, une pièce écologique qui pousse le spectateur à réfléchir sur son existence, ses racines et ses rapports intrinsèques avec la forêt, source de vie. Donc quand on parle d'arbres, on parle aussi de généalogie et de racines. Et quand on parle de racines, on parle de nos ancêtres, on parle de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et on parle d'où on vient. Et on parle des mères, parce qu'on vient de nos mères, de nos pères. Donc le thème de la mère était très important, surtout dans le spectacle d'hier, mais aussi, et de la transmission de bouche à oreille, de génération en génération. Donc assez logiquement, ces thèmes de la parenté surgissent. Les histoires sont faites pour voyager de bouche à oreille. Ainsi, le metteur en scène part d'une simple feuille d'arbre à la représentation même de la vie. Les racines, la généalogie de l'être humain, son essence, de tout compté par une trentaine de jeunes, maîtrisant toutes les facettes du théâtre. Un jeu d'acteurs fascinant utilisant danse, chant, drame, humour, mais surtout le conte, un genre qui tend à disparaître. Et il y a un très beau conte qu'on a intégré qui s'appelle La mère des contes, qui est un peu l'origine des contes et comment une femme a commencé à raconter les premières histoires pour éviter d'être battue et pour sauver la vie de son enfant, parce que son mari, qui était un bûcheron, qui était une brute, avait l'habitude de la battre. Et puis quand elle est tombée enceinte, elle n'avait jamais raconté d'histoire, mais elle a commencé à raconter des histoires tellement extraordinaires que sa brute de mari a suspendu son bâton en l'air et a commencé à écouter. Le conte est tellement pédagogique parce que ça nous permet non seulement de découvrir une histoire, pour ne pas dire des histoires, mais aussi de recevoir des enseignements. Parce que derrière chaque conte, il y a un enseignement. À la fin de chaque conte, il y a une question ou bien quelque chose qui nous donne des informations. Il poussait la porte avec un
beaucoup d'épaules. Prenez un lourd bâton. Relevez ses manches. S'approcher de sa femme qui tremblait dans son coin et l'arrêter. La forêt parle, une adaptation scénique qui pousse le spectateur à écouter les arbres et se connecter avec son environnement. Après cette belle prestation qui a séduit le public, les acteurs et le staff technique ont planté 2 dattiers pour les générations futures, sans compter les 200 arbres plantés dans les différentes écoles de la ville de Thiès. Voilà, donc c'était l'interférence entre le théâtre et l'environnement avec Fatimata Banelba à Thiès. Et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans cette édition. Et c'est pour aller dans le nord du pays, carrément avec la région de Matam, l'électrification rurale, le village de Lana, dans la commune de Bokiladi, département de Kanel, qui vient d'être doté d'une mini-centrale électrique solaire, donc de dernière génération. C'est un coût de 200 millions de francs CFA. Elle a une puissance de 90 kW. Le directeur général de l'ASER l'a inauguré. C'est le fruit de la coopération entre le gouvernement allemand et sénégalais. Ibrahim Pabidji du RT5 Matam. À partir de Bondi, nous prenons cette piste qui mène directement au village de Alana. Il est niché dans le Ferlo oriental, à une vingtaine de kilomètres de Bakel et à plus de 140 kilomètres de la commune de Matam. À l'arrivée, c'est une mini-centrale imposante qui attire l'attention. Elle va désormais permettre une meilleure fourniture en électricité. Ici, dans cette centrale, nous avons 152 panneaux solaires. Donc, chaque panneau solaire a une puissance de 410 watts crête. Donc, nous avons ces panneaux qui sont de type monocristallin. Donc, monocristallin qui ont un rendement un peu supérieur aux panneaux polycristallins qu'on a l'habitude d'installer dans nos centrales solaires. Donc, nous avons ces parcs de panneaux qui produisent en ensoleillement de l'électricité et qui l'injectent directement au niveau du réseau pour être distribué au niveau du village pour la consommation. D'un coût estimé à plus de 200 millions de nos francs, cette réalisation s'inscrit dans le vaste programme d'électrification rurale entamé par l'État du Sénégal et son partenaire via l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, ASER. Un financement du gouvernement allemand à travers la KfW pour un financement de 120 millions d'euros. Donc c'est 79 milliards de francs CFA que l'État du Sénégal a mobilisé pour électrifier près de 300 villages. Bon, avec la combinaison des villages, mais également l'optimisation des coûts, nous allons arriver à pratiquement 400 villages. Comme vous le savez, le Sénégal ambitionne de réaliser l'accès universel à l'horizon 2025. Ici à Alana, la particularité, c'est qu'on avait d'abord une mini-centrale qui était installée depuis 2022, qui n'arrivait pas à couvrir les besoins des populations. Comme vous le savez, la demande, elle augmente très vite. Donc nous avons fait un repowering, c'est-à-dire une augmentation conséquente de la puissance, en ajoutant une deuxième mini-centrale qui fait le double de celle qui était là. Donc on avait 30 kW, là on vient d'ajouter 60 kW, ce qui fait une capacité de 90 kW. Les populations ont exprimé toute leur satisfaction à l'endroit de l'État du Sénégal et aux partenaires. La centrale est venue à point nommé. Vous savez, dans la population de Alana, c'est une population qui est très reculée, n'est-ce pas? Très même éloignée même de la commune, n'est-ce pas? Maintenant, venez nous installer aujourd'hui. Maintenant, une centrale solaire comme cette centrale solaire, nous en fait que nous réussissions encore. L'électrification rurale demeure un des défis de l'État du Sénégal. Dans la région de Matam, plus de 38 villages ont été électrifiés par l'ASER et ses partenaires comme l'Union européenne. À Tambacounda, ils sont 40 villages à bénéficier aussi de ce programme. Bonne nouvelle également pour les populations de Oudalaï. Leur localité vient de bénéficier d'une mini-centrale solaire de 186 kW. Elle est la plus grande de toutes les autres déjà installées par l'ASER avec donc ce programme d'électrification des 300 villages. La centrale a été inaugurée par le directeur général également. Nous restons avec Ibrahim Pabidji.
Parmi les mini-centrales solaires installées par laser dans le cadre du programme d'électrification de 300 villages, c'est celle-ci qui est sans doute la plus grande en termes de puissance. Elle fait le triple de la plupart des autres installations. Boudjalaï, c'est un chef-lieu commune et c'est un gros village. C'est pourquoi voilà, nous avons opté à installer cette grande centrale, comme vous voyez, composée d'à peu près 406 panneaux. Donc, c'est des panneaux de 410 watts crête, donc avec une puissance installée de 186 kW crête. Et si vous voyez, les panneaux sont raccordés en série. Pour sa sécurisation en période d'hivernage, elle est munie de parafoudres installés dans chaque rangée. Comme il pleut beaucoup pendant l'hivernage, quand on ne fait pas cette protection, on risque de perdre, par exemple, la moitié des panneaux solaires. L'énergie produite ici est canalisée dans le conteneur que vous voyez là-bas. C'est un conteneur vraiment isolé thermiquement. Donc cette centrale est normalement couplée au réseau BT que vous voyez, qui amène l'énergie auprès des usagers, les populations, voilà, pour pouvoir connecter tout leur matériel électroménager, que ce soit les climatiseurs, frigos, congélateurs, et même aussi pour ce qui est des activités génératrices de revenus comme aussi laser, s'active sur ça. Elle est aussi dotée de dispositifs de télésurveillance et de télécontrôle. Et pour le DG de laser, ceci n'est que la matérialisation de la vision du chef de l'État, une vision soutenue par des partenaires. Du projet financé par la coopération allemande à hauteur de 80 milliards, 79 milliards de francs CFA. C'est dans le cadre de la politique d'accès universel à l'électricité prônée par le gouvernement et son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que les Sénégalais, partout où ils se trouvent dans le monde rural, puissent accéder à l'électricité à l'horizon 2025. Donc dans ce cadre, nous avons beaucoup de projets, notamment des projets d'énergie renouvelable financés par différents partenaires, l'Union européenne, la KfW, IPEX, la Banque islamique de développement, la BOAD et d'autres partenaires comme le Fonds d'Abu Dhabi qui nous accompagne et le Fonds Vert Climat également qui nous accompagne pour réaliser près de 1000 mini-centrales à travers le Sénégal. À côté de ce projet de mini-centrale solaire, un autre programme de raccordement de villages est également en cours. Les populations bénéficiaires ont pour leur part exprimé leur satisfaction. Voilà, et puis nous allons tout de suite retrouver notre reporter sur place, Ibrahima Pabididou, qui a fait donc ces deux reportages. Ibrahima, bonjour, vous êtes en direct dans cette édition du 13h dans la partie des régions. On l'a vu, hein, l'électricité arriver dans certaines contrées très reculées de la région de Matam avec laser. La dynamique se poursuit dans la région. Oui, merci Chabamba. Comme vous l'avez dit, hein, la dynamique se poursuit. Ça a été déclenché depuis quelques années et jusqu'à ce moment où nous parlons, l'État du Sénégal continue de concrétiser tout cela en acte, hein, parce que le premier village que nous avons à visiter s'appelle Alana. Et quand j'ai eu à poser la question à ceux-là qui sont au niveau local, que signifie Alana, ils disent que Alana signifie un endroit très éloigné. Autrement dit, aujourd'hui, l'État a compris que cet endroit est très éloigné. Il faudra maintenant l'accompagner sur l'accès à l'électricité. Ce projet dont vous venez de parler a été un vieux projet de l'État du Sénégal, mais on a vu que depuis les années 2012, avec la direction de l'État, notamment avec ce projet 300 villages, ça a été vraiment lancé en pompe, en grande pompe ici dans la région de Matam. L'objectif, c'était d'électrifier au moins 300 villages. Et si ces 300 villages, retenez d'abord chez Bamba, qui a une enveloppe de 119 milliards qui a été collectée par l'État du Sénégal à travers ses partenaires comme l'Union européenne, et ce qui a permis aujourd'hui d'électrifier beaucoup de villages au niveau de Matam. Au moment où nous parlons, il y a déjà 38 centrales solaires installées dans la région de Matam. Et du côté de Bakel, il y a un nombre aussi important, c'est 40 villages qui ont bénéficié aussi de ces centrales solaires. L'option de l'État du Sénégal, c'est d'arriver à l'horizon 2025 à une couverture universelle. Et pour ce faire, l'ASER, qui est aujourd'hui le bras armé de l'État, continue de dérouler ce projet avec quand même plusieurs options. La première option, c'était d'abord de voir les villages qui sont très difficiles à accès et qui sont au moins très dispersés et qui n'ont pas une très grande population. Ces villages seront équipés par ce qu'on appelle des panneaux solaires. Ce sont des panneaux solaires qui sont
alloués à chaque famille ou à chaque concession. En dehors de cette option, il y a aussi les villages qui sont très peuplés et qui sont aussi très loin des villes. Ces villages sont ceux-là qui ont bénéficié maintenant de ce qu'on appelle des centrales solaires. Au-delà de cette option, il y a aussi une autre option qui est réservée à, disons, ces villages qui sont très proches, disons, du réseau de distribution publique. Ces villages sont directement branchés à l'électricité, ce qui montre aujourd'hui que l'option de l'État du Sénégal dérivée à l'accès universel à l'électricité est en train de suivre son chemin. Et au moment où nous parlons, il faut aller dans les profondeurs du Fouta pour comprendre combien ces actions de l'État sont très ressenties par la population. D'autres avaient du mal même pour mettre en marche leur réfrigérateur. D'autres avaient du mal même pour avoir une petite glace. Mais aujourd'hui, avec ces initiatives de l'État, on voit que l'équité sociale ou l'équité territoriale, telle que chantée par nos autorités, est en train d'être concrétisée dans la partie nord du pays, Chabamba. Merci beaucoup, Ibrahim Pabidjedjou. Vous avez évoqué toutes ces questions et tous ces aspects. Voilà, merci beaucoup. Merci, à la prochaine, Bamba. À la prochaine, Ibrahim Pabidjedjou, qui est avec nous. Tous ces aspects liés à l'électrification rurale dans la région de Matam. À présent, la rubrique métier dans un instant. Voilà, nous allons voir, c'est un artiste dans son domaine, tenez-vous bien, il fabrique des meubles à partir de la récupération de barils, donc avec du fer ou bien du métal. Ahmadou Diallo est allé à sa rencontre, c'est à Wakhinane Nimzatt, d'ailleurs apparemment il est en temps direct. Ahmadou Diallo, bonjour, vous êtes bien assis dans votre canapé. Alors, cher Mohamedou Bamba Gueye, bonjour. Bienvenue ici à Guédiawaye, plus précisément à Wakhinane Nimzatt. Cher Bamba, je vous invite à venir vous asseoir à côté de moi sur ce salon fabriqué à partir de barils. C'est l'œuvre de Mamadou Bachir Baro, menuisier métallique, mais plutôt artiste du métal. Il fabrique ces salons merveilleux à partir de barils recyclés. Cher Mohamedou Bamba, je vous invite ainsi que tous les téléspectateurs à découvrir son travail. Le fer n'a presque plus de secret pour lui. Il en tisserait même des toiles. Mamadou Bachir Baro est artisan ou plutôt artiste du métal. Ce menuisier métallique crée à partir de fûts ses mobiliers de maison. Nous le trouvons dans son atelier en plein travail. Les fûts, il les perce, les coupe, les découpe et les façonne pour en sortir des chaises et des canapés. Tout un processus sans oublier la peinture et la décoration finale. Au début, on avait pris un pot de lait pour en faire un test et ça avait fonctionné. Je me suis dit que ça pouvait bien marcher avec un fût et c'est là que tout a commencé. Les fûts métalliques qu'il transforme, Mamadou les achète auprès des vulcanisateurs et des stations-service. Les fûts, je les achète auprès des vulgarisateurs ou bien auprès des stations-service. Je les récupère et les transforme. C'est un travail de groupe. Mamadou travaille avec l'aide de ses apprentis. Il s'agit avant tout pour eux de veiller à la satisfaction des clients. Chacun a une tâche bien déterminée. On nettoie les fûts avant tout. On y met la peinture avec une première et une deuxième couche. On y met les pieds avant de mettre les coussins et autres accessoires. On achète l'éponge et le tissu avant d'agrafer. Nos produits sont sûrs. On les couvre par ce fil qui sert aussi de décoration. Dans son atelier, presque un laboratoire, Mamadou Bachir Baro, un vrai chef d'entreprise, continue à œuvrer au quotidien. Il garantit ainsi une qualité irréprochable à sa clientèle. Ces meubles d'exception à base de matériaux recyclés attirent bien des regards. Cher Mohamedou Bamba, merci.
Vous avez pu apprécier, ainsi que tous les téléspectateurs de la RTS, ce travail magnifique effectué par Mamadou Bachir Baro. C'est un jeune artisan, un menuisier métallique qui se bat tous les jours pour offrir le meilleur à ses clients. Un véritable exploit pour ce jeune ici à Guédiawaye. Voilà, merci beaucoup Armand Diallo. C'est vrai, c'est un véritable exploit et également une façon de promouvoir l'artisanat local sénégalais. Dans un instant, la rubrique découverte. À la découverte de 3 villages séparés par les frontières nationales mais unis par de solides relations fraternelles. Arundu au Sénégal, Diogountouro en Mauritanie, Goutoubé au Mali. Voilà, un bel exemple d'intégration africaine qui traverse des générations. C'est un reportage de Mamadou Sakine tiré du magazine Soninké de Abdoulaye Tandian. Nichée à 35 km de Bakel, la bourgade de Arundu se dresse fièrement comme le dernier bastion sénégalais avant la frontière. Ce village unique, encadré au nord par Diogountouro en Mauritanie et Goutoubé au Mali à l'est, est un témoignage de l'unité au-delà des frontières tracées par l'histoire coloniale. Goutoubé, Balou, Arundu, Diogountouro, Goutoubé au Mali, Arundu au Sénégal et Diogountouro en Mauritanie, c'est le même peuple. Rien ne peut nous séparer. Ces 3 villages entretiennent de solides relations fraternelles. Ici, Sénégalais, Mauritaniens et Maliens partagent tout ensemble. Au modèle d'intégration africaine où les frontières nationales s'effacent au profit des liens fraternels tissés au fil des siècles. Moi qui vous parle actuellement ici, j'ai mon fils aîné qui est là à Arundu et ma fille. Et j'ai mes autres enfants à Diogountouro. Il y a d'autres qui sont à Diogountouro, leur maman vient du Mali ou du Sénégal, vice-versa. Quand il y a un décès, si tous ces 3 pays, et surtout ces 3 villages qui sont là côte à côte, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, que ce soit au Mali ou au Sénégal ou en Mauritanie, quand il y a un mort, on l'enterre ensemble. Et même les baptêmes, on nous invite, il y a un baptême, on fait le baptême. Fondé en 1075 par un certain Farbata Kokanouté, Arundu a survécu aux caprices de l'histoire. Originellement établi sur ce qui est aujourd'hui le territoire mauritanien, le village a traversé les âges, tissant son histoire au fil des générations. Le fondateur du village habitait du côté de l'autre rive. Il traversait le fleuve pour venir chasser. C'est ainsi qu'il a découvert cet emplacement, devenu aujourd'hui Arundu. Les années ont vu Arundu évoluer, se dotant d'infrastructures sociales essentielles grâce à l'initiative de ses émigrés. Écoles, postes de santé, maisons communautaires et brigades de gendarmerie. Malgré cette modernisation, l'agriculture demeure le cœur battant de son économie. Grâce à la terre, nous nous occupons de la scolarité de nos enfants. Notre souci, c'est le défaut de clients. Nous manquons également de magasins de stockage. Doté de vastes étendues de terres fertiles et bénéficiant de la proximité d'un fleuve nourricier, Arundu sollicite des moyens modernes pour révolutionner son agriculture. Nous avons compris que seule l'agriculture peut développer un pays. Nous avons des surfaces arables et de l'eau. Ce sont les moyens qui nous manquent. Peuplé majoritairement de Soninké, le village s'enrichit également de communautés Peul et Bambara. Fort d'une population estimée à 4750 habitants au dernier recensement, le village continue d'évoluer, porté par sa communauté et son héritage unique.
Donc le village de Arundu dans la commune de Bakel avec Mamadou Sakine. Un véritable festin dans la commune de Enampor. Il s'agit de la fête des canards, des moments de retrouvailles pour les habitants de la localité. C'est une façon également de promouvoir le développement du tourisme dans la zone. On en parle avec Mariama Bangoura, RTS 4 à Casamance. Enampor, une commune de l'arrondissement de Niassia, est le point de ralliement des ressortissants et autres visiteurs venus des 4 coins de Ziguinchor pour assister à la fête des canards. Delphine Diémé, fille de cette localité, vit depuis un moment en Espagne. En vacances dans son village natal, elle participe pour la première fois à ces festivités. J'ai beaucoup aimé. Je reviendrai la prochaine fois si je suis ici. L'ambiance, la vitalité et puis c'est un peu familial aussi. Une fête qui a coutume d'attirer de nombreux touristes amoureux de la culture de cette localité. On nous a dit qu'il y avait la fête du canard ici, donc on est venu en bateau et on est bien, on est surpris, on trouve ça vraiment chouette et c'est chouette pour nous de découvrir la culture d'ici, du Joola, et voir l'ambiance. Adrien Manga, maire et fils de la commune d'Enampor, est l'initiateur de la fête des canards. Depuis 16 ans, il organise cet événement dans le but de faire la promotion de sa commune. La fête des canards est un moyen pour Adrien d'attirer les touristes, mais aussi d'autres fils du terroir. Nous organisons cette fête pour faire la promotion de la commune. Vous voyez, ces dames, chacune apporte ce qu'elle a, des huîtres, du poisson, des crevettes, tout ce qu'elles peuvent commercialiser sur place pour booster l'économie locale. Je fais de l'élevage de canards, je pouvais bien les vendre et me faire de l'argent, mais je préfère organiser cette fête et les manger avec mes parents et les étrangers en montrant ma culture à travers cette fête. La fête des canards a vécu avec une ambiance au rythme du folklore du Bandial. De la danse, des repas à base de canards bien garnis étaient au rendez-vous. Voilà, donc la fête des canards à Enampor. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof.